L'objectif de la présentation, c'est tout simplement de vous faire un survol de ce que c'est OpenTerra, puis peut-être de voir si c'est quelque chose qui pourrait vous être utile. Donc, on va s'alterner, moi et Dominique, là, pour tenter de vous faire comprendre un peu le fruit des développements qui ont été faits là, dans les dernières années par rapport à ce système-là. Donc, on a déjà été présenté, donc on ne se représentera pas à nouveau. Je vais plutôt me concentrer sur un peu qu'est-ce qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait en tête pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va essayer tout d'abord de démystifier un peu c'est quoi ça, c'est OpenTerra, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à développer ça de notre côté. Puis, on va faire aussi donc un survol de tous les projets qui sont en cours ou en démarrage qui vont utiliser cette plateforme-là. Puis, on va aborder évidemment là, tout au long de la présentation tout ce qui est les fonctionnalités qui sont déjà présentes dans la plateforme et aussi les fonctionnalités qui sont déjà prévues d'être ajoutées dans la plateforme dans le court, moyen, long terme. Puis, on va terminer à la fin, évidemment, avec peut-être une période de questions ou de discussion. Si jamais on n'a pas suffisamment de temps, vous allez être invité, là, si vous le souhaitez, à nous contacter pour que ça va nous faire plaisir de préciser certaines choses ou d'aller un peu plus loin ou de voir comment la plateforme pourrait être adaptée à vos projets. Donc voilà, je vais commencer par céder la parole à Dominique qui va nous présenter un peu plus qu'est-ce que OpenTerra. Merci, Simon. Je vous rappelle que la présentation aussi est enregistrée, donc j'imagine, Jennifer, si les gens pourront accéder à la présentation après qui sera enregistrée. Donc, merci pour les présentations. Donc, qu'est-ce qu'OpenTerra? Bien, si on regarde le schéma actuellement présenté, là, on voit que, dans le fond, c'est une plateforme qui est faite pour être info-nuagique, donc on va dire connecté sur Internet avec plein de services et de personnes qui vont l'utiliser. On peut imaginer que ce soit des sites de collecte avec des ordinateurs qui sont connectés à notre système, qui vont communiquer avec toutes sortes d'appareils ou de personnes qui sont distantes, soit des téléphones, tablettes qui sont dans les domiciles des participants dans nos projets de recherche. Ça pourrait être aussi des capteurs qui sont installés dans l'environnement. Ça pourrait être aussi des robots, on va en parler un petit peu plus tard pour les robots, ou des kits qu'on déploie. Donc, toute cette plateforme-là, on l'a développée pour les besoins qui étaient vraiment spécifiques à la recherche et les projets qu'on va faire au niveau de la réadaptation, au niveau de la robotique, au niveau de la téléopération. Donc, si on regarde un peu plus en détail là, dans la prochaine acétate, Simon, ou je devrais dire slide. Donc, pourquoi on a développé tout ça par rapport à des plateformes comme celles qu'on utilise en ce moment, Zoom ou Teams ou autres? Bien, c'est vraiment pour les points qui sont mentionnés ici. Donc, on voulait avoir une base commune là, qui va permettre de faire un suivi synchrone et asynchrone des participants. Quand on parle de synchrone, là, on veut dire qu'on va communiquer en temps réel de l'information qui va être disponible directement aux personnes qui sont connectées ensemble ou au dispositif. Asynchrone, ça pourrait être quelque chose comme on porte un appareil, on enregistre des données pendant un certain temps, puis on va transmettre ces données-là, par exemple, à chaque jour pour envoyer ça dans un dossier qu'on pourra consulter par la suite. Donc, on voudrait être capable de faire ces deux types de choses-là avec le système. On voudrait être capable de développer des éléments qui sont distinctifs à nos projets, des choses qu'on ne trouve pas dans Zoom et dans Teams, puis qu'on aurait vraiment besoin. Des choses qui sont des petits outils qui nous aident dans notre pratique. Un moyen plus facile d'utiliser la plateforme ou toutes sortes de petits irritants là, qui font qu'à un moment donné, on est pris un petit peu avec les plateformes actuelles, puis ça nous empêche de faire les travaux qu'on voudrait réaliser. Avec cette plateforme-là, ben, on voudrait aussi que cette expertise-là ben, reste chez nous, premièrement, et puis qu'on puisse la modifier à travers le temps. Donc, Simon et moi travaillons là-dessus depuis déjà plusieurs années. OpenTerra, c'est la suite de certains projets qu'on avait déjà débutés justement pour la télé-réadaptation, mais maintenant, on voulait le rendre disponible en open source, donc qu'il soit ouvert
qu'on puisse aller modifier le code si ou voir comment que ça se passe, faire des changements, des ajouts. Donc, c'est l'idée d'avoir une communauté autour de ce développement-là qui vont permettre de faire des améliorations en continu dans le système, puis ajouter les fonctionnalités qui nous manquent, là, puis enlever les petits irritants ou les petites choses qui sont compliquées pour nos participants pour se connecter au système. Par exemple, on peut penser à des mots de passe, des affaires-là qu'on oublie, puis si on avait juste un lien qu'on clique dessus, qu'on reçoit par courriel, ce serait tellement plus simple. Bien, c'est des choses comme ça qui nous intéressent. Donc, on va avoir le contrôle qui est complet sur la plateforme pour être capable justement de gérer de l'installation des serveurs que nous, on s'occupe en ce moment, jusqu'aux participants qui se connectent à distance par des iPads. Puis on essaie le plus possible d'aller dans une vision où l'utilisation de la plateforme, il faut qu'elle soit le plus simple possible. Si on interagit avec des personnes âgées, par exemple, qui n'ont pas ou peu d'expérience avec la technologie, on veut que ce soit quand même faisable pour eux sans trop de difficultés. Donc, on travaille vraiment fort pour ça. Donc, avant d'aller plus en détail sur exactement qu'est-ce qu'on est capable de faire avec OpenTerra, on a décidé d'y aller avec une approche où est-ce qu'on vous présenterait un peu les différents projets qui sont en cours et en démarrage. Et là, je vous le dis, ils ne sont pas nécessairement tous là, considérant que ça évolue quand même assez rapidement. Il y a des demandes, il y a des projets là, qui sont en train de se mettre en place, qu'on n'a pas inclus aujourd'hui, mais qui existent aussi, là, qui sont en cours aussi. Donc, l'objectif de vous présenter ça, c'est de vous donner un peu une idée concrètement de ce qu'on est capable de faire basé sur cette plateforme-là. Donc, bien évidemment, Dominique l'a mentionné, on est venu d'une plateforme plus téléréadaptation dans laquelle on offre des services de réadaptation physique ou même orthophonique ou avec différents types de professionnels à distance. Donc, on a un volet qui est beaucoup plus sur la communication synchrone, où est-ce que le participant chez lui reçoit un lien, se connecte dans son navigateur, il n'y a pas d'application installée, puis le clinicien de son côté a vraiment le contrôle complet sur la plateforme, de telle sorte que le participant lui-même n'a pas à manipuler le logiciel. C'est vraiment le professionnel, le clinicien de son côté qui contrôle tout. Donc, il peut choisir qu'est-ce qui est affiché, qui peut aussi utiliser certains outils. dont, par exemple, lorsqu'il fait des exercices, d'être en mesure de venir mettre un chronomètre, en fait un décompte du temps qu'il reste à l'exercice. Il y a d'autres outils aussi, un autre outil qui est maintenant disponible qui permet de venir rapidement mesurer l'angle, donc pour mesurer l'amplitude articulaire, l'angle d'un bras, par exemple, avec 3 points sur une image. Évidemment, il y a aussi les capacités plus standards de vidéoconférence, de partage d'écran. On a aussi une certaine souplesse au niveau de la gestion des participants dans la séance, c'est-à-dire que si on veut faire des séances qui impliquent plusieurs participants en même temps, ben c'est possible de le faire et c'est possible aussi d'en ajouter pendant la séance. Donc, dans un contexte d'utilisation, là, si on sort un peu de la recherche, mais plus clinique, où est-ce qu'on a des participants qui s'enchaînent et qu'on accumule un retard dans notre séance précédente, ben c'est possible d'inviter la personne dans la séance actuelle, de juste lui dire, ben il m'en reste pour quelques minutes, puis on se reparle après. Donc, il y a moyen d'avoir ces interactions-là. Il y a aussi la possibilité, évidemment, d'avoir plusieurs utilisateurs, donc plusieurs professionnels qui seraient dans la même séance, que ce soit des professionnels ou que ce soit, par exemple, un stagiaire qui est supervisé par quelqu'un d'autre. Et donc, on peut rejoindre un peu tout ça, là. Donc, on a cette souplesse-là là, lorsqu'on fait des séances synchrones vidéo. Donc, rapidement, c'est un peu l'utilisation qu'on a pour la partie synchrone vidéoconférence. Là, ce qu'on voit présentement, c'est un peu plus la partie gestion des données. Donc, il y a quelques données qui sont enregistrées dans le système, dont notamment un historique des séances, à savoir elle a duré combien de temps, elle a été faite par qui. Il y a la possibilité de rattacher des informations à ces séances-là, dont notamment, bon, évidemment, on peut rentrer des informations texte, mais c'est aussi possible d'attacher des données à ces séances-là. Donc, si on avait, par exemple, un appareil à domicile, ben, qui prendrait des mesures de fréquence cardiaque ou de saturation d'oxygène à distance, mais ces données-là pourraient être rattachées à une séance qui a été faite de façon synchrone ou asynchrone.
Ce qui m'amène à vous parler plus du volet, là, on a vraiment vu le volet synchrone de tout ça. Si on regarde maintenant un peu plus le volet asynchrone, donc qui est un autre projet ici qu'on a qui est axé sur la mesure de l'activité de la personne chez elle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une application qui a été développée ici qui fonctionne sur des montres de type Apple que la personne chez elle porte et elle la porte pendant la journée. Le soir, lorsqu'elle met la montre sur la charge, les données sont transférées dans le système d'OpenTerra pour qu'on puisse pour qu'on puisse collecter les données dont on a besoin au niveau de la recherche pour vérifier le niveau d'activité de la personne, est-elle sortie de chez elle ou non. Donc, toutes ces données-là sont rassemblées dans la base, dans le cœur d'OpenTerra, dans ce qu'on appelle un service. Donc, le concept de service, Dominique l'a effleuré un peu tantôt, c'est vraiment ce qui nous permet de venir personnaliser chacune des approches ou chacun des éléments qu'on rajoute à la plateforme pour le projet en question. Donc, dans ce cas-ci, c'est un service qui est dédié à collecter les données et éventuellement à aussi servir à visualiser ces données-là, d'avoir des tableaux de bord spécifiques pour le projet pour nous permettre d'avoir le suivi du projet. Est-ce que la collecte va bien? Est-ce que la collecte ne va pas bien? Considérant que lorsqu'on sort du laboratoire, qu'on va à domicile, ça demande un niveau un petit peu plus élevé ou c'est un petit peu plus difficile de s'assurer de la compliance des participants de ce côté-là. On veut également aussi, là, donc c'est un lien qui est en développement, qui va venir éventuellement. On veut aussi intégrer ce service-là, donc les données se transfèrent dans OpenTerra. On veut aussi les intégrer à un autre outil qui a été développé là, via un autre mandat inter, donc qui est OpenEMU, qui vise à centraliser là, les données de centrales inertielles et de différents types de capteurs portés à domicile, donc de pouvoir permettre là, le traitement de ces données-là. Donc, il y a un lien qui est prévu de ce côté-là là, pour ça. Pour vous donner une idée aussi d'un autre style de projet qui peut être fait avec la plateforme, donc, on a vraiment ici au centre de recherche et aussi via un mandat inter, un autre mandat, développé un bureau intelligent, un bureau actif qui monte et qui se descend selon une programmation qui a été faite. Donc, par exemple, le bureau reste debout pendant 20 minutes et il descend pour 40 minutes, forçant la personne à changer de position. Bien, la particularité de cette intégration-là à OpenTerra, bon, il y a tout d'abord le transfert de données dont je vous ai parlé, mais il y a surtout le tableau de bord qui a été développé qui permet aux participants de voir sa propre utilisation du bureau, à savoir est-ce qu'il a respecté les consignes de son bureau, considérant qu'on peut, si le bureau est debout, je peux le faire descendre manuellement en ne respectant pas la consigne qui avait été programmée. Donc, le participant peut venir voir ces données-là et nous aussi, ça nous permet de faire un meilleur suivi et potentiellement aussi aux professionnels de venir ajuster la fréquence de position debout, position assise de ce bureau-là. Un autre petit module qui est disponible ou qui a été développé à même la plateforme, c'est un module qui permet de faire de la réservation de locaux. Étonnamment, il existe plusieurs solutions, mais ce n'est pas dans tous les milieux que les systèmes de réservation informatique sont utilisés. J'ai été un peu surpris de ça, mais c'est encore courant dans le milieu, surtout de la santé, où est-ce qu'on a, par exemple, une salle qui est dédiée à faire des séances de télésanté et le seul moyen de réserver la salle, c'est de se présenter sur la porte et d'écrire son nom sur la feuille qui est affichée sur la porte. Donc, pour répondre à ce besoin-là, il y a un module de réservation qui a été fait qui permet de venir programmer des séances à l'avance, donc de venir savoir, dans tel local, il va y avoir une séance à ce moment-là, et aussi de la prévoir dans le système. Donc, il y a un certain mécanisme de planification des séances là, qui est intégré là, à même la plateforme d'OpenTerra. On a aussi des projets plus à saveur robotique, dont je vais laisser Dominique parler. Oui, merci. Donc, au niveau des robots, en fait, on veut être capable de déployer des robots dans les résidences de personnes âgées pour faire de l'assistance à distance, mais avec une plateforme qui est mobile à l'autre bout. Donc, ça nous demande de développer des interfaces qui sont spécialisées, on va dire ça comme ça, pour ce genre de système-là. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est-à-dire qu'on a un robot qui va transmettre par Internet ces images. Donc, il y a deux caméras dans le cas du robot qui nous intéresse. C'est un robot Beam. Il y a une caméra qui fait face vers l'avant. C'est celle qu'on voit en haut à gauche. Il y a une caméra qui fait face vers le bas. Et puis, il y a aussi des outils de navigation là, qui nous permettent de soit se déplacer avec une télécommande comme sur
contrôler une espèce de robot dans un jeu vidéo. C'est un peu le même principe, mais on pourrait l'opérer à distance. Et on pourrait aussi utiliser la carte, comme on voit à droite en haut, qui permet de naviguer, mais avec des points de chute. Donc, on clique sur la carte et puis le robot va se déplacer de façon autonome jusqu'à cet endroit-là. On pourrait avoir des endroits qui sont nommés, on pourrait avoir toutes sortes d'interfaces qui sont reliées aux fonctionnalités du robot et à son intelligence. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de d'utiliser le robot en premier lieu pour faire des visites de personnes à distance. Puis ensuite de ça, ben, on va relier des capteurs par ce robot-là qui vont pouvoir nous envoyer des données en mode synchrone. Donc, par exemple, si on aurait des mesures de signes vitaux à prendre, on pourrait, à travers le robot et des capteurs qui sont Bluetooth, par exemple, transmettre ces données-là en direct à la personne qui est en train d'opérer le robot. Puis ce qu'on vise éventuellement, c'est de faire, bon là, c'est une interface prototype, mais de faire quelque chose qui est le plus convivial possible, le plus facile d'opération dans la mesure du possible, là, je dirais, pour faciliter les interventions. On est au courant que ce n'est pas toutes les personnes qui sont expertes à contrôler des robots à distance comme ça. On voudrait qu'ils se concentrent sur leur travail. Par exemple, si on avait une infirmière, un médecin, peu importe, qui se connecte à travers le robot, ben, il faut être capable de faire son travail puis pas juste se concentrer sur la navigation. Donc, c'est des choses qui nous intéressent et qu'on est en train de travailler en ce moment. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a structuré ça pour que ce soit à l'intérieur de notre plateforme OpenTerra. Donc, la manière que les données sont structurées par site, par participant, par projet, ben, ça va tout se tenir ensemble. Les données de session aussi vont faire les sessions de téléopération, c'est comme si on faisait une session de télé-réadaptation dans le système, c'est-à-dire que c'est géré un peu de la même manière. Donc, c'est justement, dans plus de détails, là, justement, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est que étant donné qu'on contrôle complètement le système et les accès des personnes et des participants à avoir certaines données, ben, on a structuré les projets pour que justement, on les a structurés par site, par projet, par groupe de participants et on donne les accès aux bonnes personnes qui vont avoir accès seulement aux périphériques et aux participants qui sont membres de ce projet-là, par exemple. Puis chaque session, en fait, c'est la base commune. Quand on démarre une session, ben, il y a des données qui sont attachées à cette session-là, des statistiques, des événements. On sait qui a participé à cette session-là. On sait quels appareils pourraient avoir produit quelles données. Donc, c'est un peu le principe de base qu'on a mis en place pour être capable de supporter plusieurs projets et plusieurs types là, de données et de services, je devrais dire. Si on regarde au niveau, là, dans le fond, on a essayé de regrouper un peu ce qu'on a comme fonctionnalité actuelle. Il y a des choses qu'on a déjà mentionnées, donc je ne reviendrai pas dessus, mais vraiment, l'hypothèse de base, c'était vraiment que ça soit le plus simple possible à utiliser, autant pour le participant que pour le clinicien, considérant que même pour le clinicien, l'utilisation d'approches de ce type-là s'éloigne un peu de ce qu'il est habitué de faire. On a aussi, évidemment, axé beaucoup sur la sécurité de tout ça. Donc, on parle de données qui peuvent être relativement sensibles. Donc, on voulait s'assurer que tout ça était transféré de façon sécuritaire et que aussi, on avait le contrôle de où est-ce que les données aboutissaient en bout de ligne, donc où est-ce qu'ils étaient enregistrés, ce qui nous permet de monter, par exemple, un serveur dans un centre de recherche ou dans un établissement qui fait en sorte que le serveur lui-même reste à l'intérieur des murs et vient donc rejoindre là, certaines préoccupation éthique de dire que les données restent au Québec, au Canada ou même à l'intérieur de l'établissement. Euh, le but, c'était d'avoir aussi un système qui était libre et ouvert. Donc, c'est vraiment la philosophie open qui a été à la base du développement du système, de telle sorte que s'il y a des utilisateurs qui ont des connaissances plus techniques, qui veulent rajouter des fonctionnalités, c'est possible de le faire. Et le fait que ça soit libre et ouvert permet aussi que ça soit plus modulaire, donc qu'on soit capable de venir justement faire les particularités qu'on a besoin là, pour chacun des projets
de venir adapter ou de créer un tableau de bord spécifique pour un projet donné, de telle sorte que les participants au projet eux-mêmes aient accès à de l'information et que la personne qui gère le projet, que ce soit le chercheur, les agents de recherche ou tout autre professionnel, puissent aussi avoir leur propre tableau qui permet de contrôler et de venir s'ajuster pour le projet en question. Et on voulait aussi, bon, au niveau des autres fonctionnalités qui sont présentes, que la personne, toujours en lien avec la simplicité d'utilisation, n'ait pas à gérer manuellement son capteur ou ses appareils qu'elle a chez elle, qu'elle ait tout simplement à prendre l'appareil puis elle le met sur la charge le soir et les données sont transférées automatiquement dans un point central. Donc, c'est rapidement là, les différentes fonctionnalités qui sont dans la plateforme actuellement. C'est une plateforme qui est en développement, qui est toujours en développement et qui s'adapte aussi en fonction des différents projets ou des différents besoins qui sont soulevés, notamment au niveau des différents membres inter qui viennent justement nourrir un peu les développements ou orienter un peu ce qui serait utile d'avoir dans la plateforme. Il y a déjà quelques fonctionnalités qui sont prévues, donc qui sont des fonctionnalités qui ont été financées ou déjà prévues dans notre plan de développement de par le mandat inter actuel sur lequel repose cette plateforme-là, dont notamment de tenter de trouver des mécanismes ou d'améliorer les fonctionnalités synchrones pendant les vidéoconférences. Donc, lorsqu'on fait des interventions plus cliniques dans des séances vidéo, surtout de groupe, bien, souvent, il faut venir supporter ces séances-là par des mécanismes de gestion de groupe, des différents outils qui viennent simplifier la vie du clinicien pour pas qu'il y ait à gérer. C'est pas le même principe que de faire une réunion. Il faut gérer des participants, il faut parfois être en mesure de parler à un seul des participants et que les autres n'entendent pas. Donc, il y a du travail en cours pour venir ajuster ces mécanismes-là pour favoriser un bon climat ou faciliter la vie lorsqu'on veut faire des interventions synchrones avec des participants. Bien évidemment, là, toutes ces données-là sont collectées sur un serveur dans une base de données. On peut les exporter manuellement pour l'instant, mais c'est prévu de venir ajouter là, des mécanismes pour venir exporter toutes les données qui sont collectées dans des formats, là, dans des logiciels externes qui sont plus couramment utilisés là, en recherche, que ce soit des logiciels d'analyse statistique comme SPSS ou R ou MATLAB ou même le logiciel qu'on a développé là, pour les données inertielles OpenEMU. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont prévues. La partie téléopération de robots est aussi en développement, donc dans laquelle ce que Dominique vous présentait, on vient pousser un petit peu plus loin pour tenter d'avoir toujours la meilleure expérience, d'avoir la meilleure intégration possible. Et on a aussi des fonctionnalités plus questionnaires qui sont prévues, dans lesquelles où est-ce on pourrait envoyer soit à la fin d'une séance un questionnaire, soit aux participants, soit aux cliniciens pour collecter différents types de données. Pendant la séance elle-même, où est-ce qu'on pourrait faire un questionnaire de type plus évaluation clinique ou évaluation de recherche T1, T2, T3, dans lequel on peut faire des exercices standardisés puis qu'on vient collecter ces données-là. Et on regarde aussi pour intégrer des outils de questionnaires qui seraient liés à chacune des séances, donc que ce soit avec des plateformes déjà existantes que vous connaissez peut-être, là, qui sont utilisées là, en recherche, notamment comme RedCap pour la partie collecte de données, ou des questionnaires plus style sondage comme Lime Survey qui pourraient être aussi être intégrés là, sur la plateforme. Donc, il y a du travail là, qui se fait de ce côté-là. Dans le même ordre d'idée, il y a tout un volet aussi par rapport à l'envoi de questions instantanées ou de questionnaires instantanés qui pourraient être programmés, par exemple, à chaque jour à 10 heures le matin. J'envoie une notification, que ce soit par courriel ou par message texte à mon participant pour lui rappeler que, bon, avez-vous aujourd'hui pensé à sortir à l'extérieur? Donc, que la personne peut répondre oui, non, et qu'on peut avoir ces données-là pour venir faire de l'évaluation là, asynchrone, mais qui aussi faire certains rappels aux besoins là, pour améliorer la compliance lorsqu'on a de l'équipement ou des participants qui sont dans leur domicile, qui peut parfois, selon les projets, être plus ou moins facile à obtenir.
Et finalement, on a le volet de données synchrones. Donc, on s'est concentré pour le moment par rapport à la collecte de données en dehors des séances, mais c'est prévu que pendant les séances, on puisse aussi avoir certaines données, mesures surtout biométriques, notamment fréquence cardiaque, saturation d'oxygène. Donc, le professionnel de l'autre côté, par exemple, si c'est une séance de physiothérapie, puisse venir doser l'intensité de l'exercice en fonction des valeurs de ces capteurs-là. On peut penser aussi à d'autres types de capteurs. Donc, on parlait tantôt de mesurer l'angle via 3 points. Bien, avec des centrales inertielles, ça pourrait être possible aussi de venir mesurer de façon dynamique un angle avec le capteur que la personne porterait déjà. Donc, ces approches-là sont présentement là, financées et dans le plan de développement. Dans les autres modalités, donc, quand on parlait de asynchrone aussi, il y a tout un volet aussi qui est un peu la programmation d'exercices ou de capsules vidéo qui se ferait entre les séances. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont possibles de faire via la plateforme et qui vont éventuellement là, être intégrées là, dans la plateforme d'OpenTerra. Donc, ça fait en quelques minutes le tour de tout ce qu'on a dans ce qu'on avait dans la plateforme OpenTerra. J'espère qu'on a réussi à vous éclairer un peu sur ce qui était possible de faire, pourquoi est-ce que cette plateforme-là, on l'avait développée. C'est sûr qu'on a accès, qu'on vous a montré là, les fonctionnalités très, très générales. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme-là, c'est possible de rajouter des choses, de venir faire des adaptations par différents projets. Puis justement, Inter est un bon moyen de venir soumettre des demandes pour avoir du financement, pour pouvoir rajouter les différentes fonctionnalités que vous pourriez avoir dans vos différents projets. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des éléments qui n'étaient pas assez clairs, on a encore quelques minutes devant nous. Donc, je vous invite soit à lever la main ou à écrire peut-être dans le chat pour qu'on puisse adresser vos questions. Il y avait Charles qui avait une question. Oui. Bonjour Dominique, bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Charles. Oui. Alors, on t'écoute. Je crois qu'il a certains problèmes techniques. Ouais, bon, On va va passer revenir à la question de Charles quand que la connexion sera meilleure. Oui, donc on va passer à Sylvie qui avait la main levée. Oui, merci à vous deux pour l'excellente présentation. Vraiment, là, ça clarifie beaucoup de choses. J'aimerais savoir si quelqu'un voudrait utiliser la plateforme OpenTerra, c'est quoi la procédure pour rejoindre cette plateforme-là, pour rejoindre l'équipe, pour proposer un projet? Alors, comment vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez nous donner de l'information sur ça pour les gens qui seraient un peu moins familiers, là, parce que j'avais aussi transféré votre présentation à l'extérieur du Québec. Alors, peut-être qu'il y a des gens là, qui pourraient être même intéressés à voir comment ils pourraient se joindre au groupe hors Québec. Ben, je dirais que la première approche à faire, c'est avec moi et Dominique pour voir justement qu'on puisse bien comprendre c'est quoi votre projet, quels sont vos besoins, pour voir si ce qu'on a déjà peut répondre directement là, à ce que vous avez en tête de faire. Donc, ça c'est une première approche. Puis là, par la suite, évidemment, s'il y a des choses à mettre en place ou du développement à faire, ben, considérant que c'est une plateforme qui est ouverte, ben, le développement peut être fait de notre côté via un financement qui pourrait venir d'Inter, par exemple, ou autre, ou si vous avez les ressources pour faire du développement, bien, c'est possible de le faire aussi là, par rapport à ça. Et sinon, c'est sûr que s'il y avait un groupe extérieur ou quelqu'un qui veut le reprendre, bien, c'est toute une plateforme qui est disponible, qui est en ligne, donc il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un de reprendre tout ça puis de monter une installation locale indépendante de nous, si on veut. Évidemment, on est
là pour offrir le support si jamais les gens ont besoin là, pour ça, là, notamment là, au niveau d'Inter, puisqu'on on fait partie là, d'Inter pour ce développement-là. Je ne sais pas, Dominique, si tu voulais rajouter quelque Oui. chose. Ben, en fait, il y a déjà des personnes qui font affaire avec le service d'ingénierie au CDRV, justement pour héberger. Ben, en fait, on s'occupe d'héberger le système, puis on fait du support technique. Et puis, ben, eux utilisent la plateforme. Donc, il y a moyen d'avoir des ententes comme ça qui sont à la pièce. Il faut juste nous contacter, puis on peut s'organiser pour voir c'est quoi vos besoins, puis comment on pourrait mieux vous supporter dans vos déploiements. C'est certain qu'une plateforme comme ça, il faut avoir certaines connaissances si on veut le déployer soi-même. C'est pas je pèse sur un bouton puis ça marche. Là, on s'entend que ça prend une certaine expertise. On peut aider les personnes à se mettre en place, mais ça prend quand même une équipe en arrière technique qui va supporter ça, qui a l'habitude de gérer des serveurs, entre autres. C'est un peu ça. Une fois que c'est mis en place, par contre, ben, la gestion un peu interne des participants, puis ça peut se faire facilement avec une petite formation. On peut vous expliquer comment faire, puis on va aussi arriver à faire des manuels. Là, on est encore un peu dans le début, là, mais des manuels d'opération de la plateforme qui vont simplifier un petit peu on lit ça, puis on peut, avec des procédures, on va être capable d'utiliser directement. Donc, il va y avoir toutes sortes de moyens pour simplifier l'utilisation. Puis je pense qu'avec une bonne discussion, là, vous nous contactez, puis on peut s'organiser pour répondre à vos besoins. Déjà pour les premiers tests, puis après ça, pour voir pour la suite comment ça pourrait être déployé. Alors, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Puis, ben, on comprend que vous êtes les premiers à qui on devrait parler là, si Absolument. toutefois là, qu'on a de l'intérêt. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Charles, on revient à toi. J'ai mis la question dans le chat pour que ce soit plus simple. Excusez. Ah, parfait. Donc, la question est par rapport sur le contrôle à distance de l'affichage, donc sur l'écran de l'usager du patient. Donc, je ne sais pas, donc je vais peut-être commencer par expliquer un peu ce qu'on est capable de faire, puis on pourra regarder, là, voir si ça répond à la question. Donc, présentement, donc, par rapport au contrôle à distance de l'affichage, c'est lorsqu'on est dans une séance de groupe notamment, c'est possible de venir déterminer laquelle des vues ou des vidéos la personne voit en gros. Donc, dans la disposition, il y a toujours une vidéo qui est toujours plus grosse, donc du côté patient ou participant. Puis le clinicien ou le professionnel peut venir régler, dire, bon, OK, par défaut, c'est évidemment le professionnel qui est vu en gros, mais supposons qu'il y avait un autre participant dans la séance qui montrait quelque chose d'intéressant, le professionnel peut tout simplement venir dire, c'est cette image-là que je veux que tout le monde voit, et tout le monde va voir cette image-là sans que le patient lui-même ait besoin de venir faire quoi que ce soit. Même principe avec le partage d'écran, donc le professionnel peut partager son écran et peut aussi contrôler, dans le fond, à distance, la source vidéo du participant. Donc, ce qui fait que si on fait dans un contexte d'ergothérapie, par exemple, où est-ce qu'on aurait besoin de visiter le domicile, c'est possible de venir échanger ou même d'avoir deux sources vidéo, d'avoir à la fois la caméra du téléphone de la personne qui se promène dans son domicile, la caméra avant pour voir son visage et la caméra arrière pour aussi voir l'environnement. Donc, c'est ce genre de modalité-là là, qu'on peut avoir là, au niveau de l'affichage. Présentement, c'est sûr qu'on n'a pas moyen de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur de la personne, considérant que ça nécessiterait qu'on installe une application sur l'appareil et que pour l'instant, on a vraiment été pour la simplicité de dire c'est un lien qui s'ouvre directement dans le navigateur, mais il y a moyen d'avoir que la personne nous partage son écran, par exemple, sur certaines plateformes, là, évidemment, là, les appareils mobiles sont un petit peu plus limités au niveau du partage de l'écran, mais sur un ordinateur, par exemple, on pourrait avoir l'écran de la personne et nous partager notre écran. Donc, c'est ce genre de modalités-là là, qui sont présentement là, disponibles. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, absolument, absolument, très bien. Parfait. Merci. J'ajouterais peut-être, Simon, j'en profiterai pour dire qu'on a des applications qui sont web, donc on est limité par les capacités du navigateur Internet à faire des interactions avec le reste de l'ordinateur. Vous savez que
On ne peut pas faire n'importe quoi avec un navigateur Internet. Donc, il faut se limiter aux fonctionnalités qui sont disponibles. Par exemple, pour le partage d'écran, il y en a, c'est plutôt limité. Ou pour le contrôle à distance, ça aussi, ça l'est. Par contre, on a aussi une application qu'on a appelée OpenTerra Plus, qui est une application bureau. Celle-là, on a plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut connecter des capteurs externes, on peut les rendre disponibles dans la session. Donc, tout dépendant du besoin, mais on va déployer cela avec la bonne technologie d'une certaine manière pour être capable de répondre au maximum aux besoins des projets. Là, quand je parle de capteurs, là, souvent, on va avoir des capteurs Bluetooth, par exemple. Là, mais les capteurs Bluetooth, on ne peut pas les lire directement à partir d'un navigateur Internet. On n'a pas accès au Bluetooth. Donc, ça nous prend une application externe pour faire ça. Donc, c'est le genre d'application qui nous intéresse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. Oui, Charles vient de lever la main. Oui, bonjour messieurs. Merci pour la présentation. J'avais comme 2 questions. La première question, c'est est-ce que ce serait aisément faisable de streamer les données qui viennent d'OpenTerra vers une plateforme pour faire du machine learning, genre Apache Spark ou quelque chose comme ça? Aviez-vous pensé à ça ou est-ce qu'il y avait un projet qui abordait ce point-là? On parle des données, en fait, est-ce qu'on parle des données vidéo ou on parle des données plus générales, capteurs et peu autres? importe. Ben, en tout cas, moi, en tête, j'avais les données vidéo, mais ça pourrait venir de n'importe quel capteur. OK. C'est sûr que présentement, il n'y a pas rien dans de prévu pour faire ce genre d'approche-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'enregistrement des données vidéo, il y a quand même des enjeux plus sensibles, considérant que c'est des personnes, c'est des participants et tout ça. Et de par le fait qu'on a vraiment accès vers une technologie qui nous faisait du point à point, c'est-à-dire que les données vidéo ne passent pas par un serveur central, c'est vraiment directement entre les deux personnes qui fait en sorte qu'on peut seulement enregistrer d'un bout ou à l'autre. Donc, pour mettre en place cette approche-là, ça serait probablement possible, mais il faudrait penser là, à enregistrer les séances d'un côté, puis après ça, les envoyer à un serveur, à un système là, qui pourrait traiter et faire du machine learning ou de l'interprétation de ces données-là là, par la suite. Je rajouterais peut-être, au niveau des robots, en fait, on est en train de regarder un peu plus dans cette direction-là parce qu'on voudrait être capable que le robot puisse recevoir les vidéos pour faire de l'analyse en temps réel ou des capteurs. Donc, ça s'en va dans cette direction-là. Puis, on est en train de développer tout ce qu'il faut au niveau de librairie de base là, pour envoyer les vidéos à la bonne place, puis être capable on va dire de faire du traitement sur le serveur aussi, parce qu'on pourrait éventuellement avoir une analyse vidéo qui se fait en direct ou des requêtes au serveur pour faire du traitement audio, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont faisables, qui sont en cours pour certaines affaires, mais qui vont demander quand même un travail considérable là, pour rendre ça jusqu'à un point utilisable pour l'instant. J'espère que ça répond à la question. Oui, puis Simon avait abordé un peu ma deuxième question, c'est que, pour mettre dans le contexte, là, dans le mandat 109 là, que j'ai, où on fait l'assistance cognitive en réalité augmentée avec casque HoloLens. Donc, on utilise une approche, on a développé un software de notre côté où on utilise une approche un peu similaire. Là. Donc, on utilise WebRTC pour streamer les caméras de la HoloLens vers un serveur de l'autre côté qui fait entre autres l'analyse de données en Python et tout. Puis là, je me demandais si c'était possible, par exemple, de porter ce qu'on fait vers une plateforme qui nous permettrait d'évoluer dans le temps là, plus facilement. Là. Donc, je me posais la question si on pouvait basculer vers OpenTerra pour la suite. Là. Je pense qu'on aurait tout intérêt à se parler, Charles, là, pour être plus précis. Là, on est en train de travailler en ce moment sur des librairies C++, Python puis JavaScript pour envoyer des images ou des flux vidéo ou audio de n'importe quel genre d'application. Parce que là, si on se limite au WebRTC intégré dans les browsers, on est pris un peu, là, si on veut faire une application qui va utiliser, qui va générer des images qu'on voudrait streamer. Là, on est obligé de comme passer par
une webcam virtuelle. Là, on a réussi à contourner ça. On s'est connecté direct sur la librairie WebRTC qui est créée, qui est standard, là. Mais on a fait des wrappers pour être plus précis en Python et en C++ pour être capable directement de faire des connexions WebRTC sans passer par le navigateur. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra s'en reparler, mais il y a vraiment un moyen de faire ça. Puis, ça va nous offrir une possibilité vraiment. On le fait pour nos robots pour commencer, mais je ne vois pas de. Il n'y a pas de limite en termes d'utilisation à juste des robots. Tu sais, on peut faire n'importe quelle application qui va avoir besoin des images. Oui, OK, on s'en parle. Il y a beaucoup de travail, hein, juste soit dit en passant. Faire juste ça nous a demandé un temps considérable. Donc, si on peut réutiliser ce travail-là et puis le partager, ça nous ferait plaisir. Il reste encore 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non, je ne vois pas de main levée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, je ne sais pas, Jennifer, si tu voulais clore le tout ou si tu veux qu'on le fasse. Ben, c'est correct, vous pouvez clore, mais juste après que tout le monde va quitter, j'aimerais juste vous parler un petit peu à vous deux avant de qu'on ferme tout le Zoom. Ah, je pense que Dalia a une question. Ah oui, elle levait la main sur sa vidéo. Oui, parce que c'était pas une question, fait que j'ai dit je vais pas lever ma main, mais c'est juste un commentaire pour dire que j'ai collaboré avec l'équipe avec OpenTerra pour plusieurs projets, puis je confirme vraiment là que il y a une très belle capacité d'adaptation puis de développement et de réflexion ensemble de c'est quoi les besoins et qu'est-ce qui peut être développé ou non à ce stade-ci. Donc, c'est vraiment pertinent, je pense, de les contacter là, si vous avez des questions. Merci, Dalia. Merci. Je vous invite aussi, pour ceux qui sont curieux, les sites Internet sur GitHub, il faut aller voir le code, là, mais c'est pour ceux qui ont vraiment l'affinité avec du code. Mais tout est là, mais en fait, l'idée de tout ça, c'est d'avoir, on utilise la plateforme GitHub comme moyen de partager tout ça, mais aussi s'il y a des problèmes avec les logiciels, si par exemple vous utilisez notre application OpenTerra Plus puis il y a un bug, bien, vous pouvez rentrer on appelle ça des issues là, sur GitHub, donc vous pouvez décrire votre problème, puis on va essayer de répondre le plus rapidement possible à corriger le problème, puis à offrir des nouvelles versions à toute la communauté là, pour qu'on puisse bénéficier des corrections. C'est un peu ça le principe. Le but, c'est d'offrir une boîte. On a vraiment l'objectif dans la modularité qu'on a fait, c'était vraiment d'offrir une boîte à outils pour pouvoir justement arrimer, pour essayer de toujours réinventer un peu la roue de ce qu'on fait toujours dans les projets, parce qu'il y a une certaine structure de données et tout. Donc, c'est un peu un des objectifs pour ça. Puis, je vous inviterai là, pour terminer, si jamais il y en a qui veulent voir plus en détail, qui ont besoin d'une démonstration, notamment de la partie plus clinique, là, OpenTerra Plus, pour voir un peu comment ça fonctionne. Juste à rentrer en contact avec nous pour se prévoir un moment. Là, on était un peu serré dans le temps, faire une présentation plus détaillée, mais ça nous fera plaisir là, de vous faire ça. Ou si vous voulez essayer la plateforme aussi, là, il y a moyen de mettre quelque chose en place là, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, merci à tous. Merci de votre présence et de votre participation. Puis au plaisir peut-être de se recroiser. Merci à tous. Merci. En 2 petites minutes.